Okay, thank you so much, Julie, for this invitation and for the wonderful introduction. And dear Andre, thank you so much for co-hosting this event. So I'm going to share my screen and okay, here you go. Does it work now? Okay, yeah, it works. Okay, so the title of my talk has slightly changed. Now it's called A Meeting, a Funeral and a Wedding, Freedom and Capture in Kurdistan. Mon élocution aujourd'hui se portera une rencontre, un enterrement et un mariage, liberté et capture dans les luttes du femmes et du Kurdistan. Mon exposé d'aujourd'hui est basé sur des recherches que j'ai menées dans différentes parties du Kurdistan, une région peuplée de Kurdes et divisée entre les États-nations que sont l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Depuis le début du XXe siècle, les Kurdes luttent pour leurs lois et leurs libertés dans leurs États respectifs et sont confrontés à la répression sous la forme de massacres, de déplacements massifs, d'emprisonnements massifs, d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées. Je me concentrerai sur le puissant mouvement des femmes issu du mouvement pour la liberté du Kurdistan qui a débuté dans les années 1980. Je m'intéresserai plus particulièrement à la figure de la femme guerriera qui a créé de nouveaux répertoires et appartenances affectives et performatives au Moyen-Orient. En me concentrant sur elle, je peux repenser l'histoire récente et dépasser le cadre des chaînes causales rationnelles. Cela me permet de retracer le rôle du féminin et du queer dans la construction de l'histoire et la façon dont ils reconfigurent le temps et l'espace en injectant de nouvelles façons de faire, de sentir et de parler dans les géographies où ils opèrent. La figure de la femme guerriera a émergé au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou comme on l'appelle communément, le PKK, qui se définit comme une organisation politique, idéologique et militaire menant une lutte anticoloniale contre l'État turc qui vise à créer des structures autonomes démocratiques dans la région sans modifier les frontières nationales existantes. Je considère la guerriera féminine kurde comme une figure queer et je soutiens qu'elle présente un potentiel. C'est une figure qui matérialise l'idée qu'un avenir indéterminé et libre pour les Kurdes et les femmes peut être réalisé. Je soutiens que c'est ce genre de futur ouvert que l'État turc ou que la forme de l'État en général veut exclure et ainsi assurer la reproduction de l'ordre existant comme futur. Les scènes de mon exposé se déroulent en 2013, lorsque des pourparlers de paix ont débuté en Turquie entre l'État turc et le PKK. Ces pourparlers ont duré jusqu'en 2015, après quoi une guerre beaucoup plus intense a éclaté. De mon exposé, je parlerai d'abord de ma rencontre avec les femmes guerrieras kurdes et la façon dont elles se définissent et se constituent par rapport aux femmes et en tant que femmes. Ensuite, je remonterai dans le temps en visitant le site d'un enterrement afin de parler de la relation entre les femmes guerrieras et le peuple kurde et son imaginaire. Et enfin, je me concentrerai sur un mariage où la position de l'État turc vis-à-vis de la vie des femmes guerrieras est révélée. J'ai travaillé sur le terrain au Kurdistan où mes amis du mouvement des femmes kurdes me disaient souvent qu'elles espéraient qu'un jour, je pourrais rencontrer les femmes guerrieras du Kurdistan. Aussi confiantes qu'elles soient dans leur propre lutte contre les répressions de l'État turc, elles semblaient penser qu'il y avait une réalité du mouvement des femmes kurdes qui se cachait sous la façade de la politique quotidienne.
qui ne deviendrait accessible qu'en interagissant avec les femmes de la guérilla. J'ai également appris par d'autres collègues que les gens insistaient fréquemment pour les amener dans des endroits proches des montagnes afin qu'elles puissent converser avec la guérilla. Lentement mais sûrement, ces événements ont ancré en beaucoup d'entre nous l'idée que nous serions privés de la vérité du Kurdistan et bannis de ce que nous y voyions, entendions, touchions et sentions de manière fondamentale et incommunicable tant que nous ne rencontrerions pas les guérillas kurdes des montagnes. La guérilla semblait avoir une qualité de réalité que les autres n'avaient pas, et bien que les gens aient attribué cette réalité à la compétence discursive et idéologique de la guérilla, on a vite compris qu'elle provenait plutôt de l'espace de la guérilla occupé dans l'imaginaire politique kurde. La guérilla en tant que figure réelle se situe à l'extérieur de la conception coloniale du Kurdistan. Elle ne peut pas y être intégrée au-delà d'une trace, comme une image d'une maison, comme un cercueil dans un enterrement, comme une référence dans une chanson ou comme un nom donné à un nouveau-né. Des couches de voilement linguistique et gestuel ont caché la guérilla du regard de l'État et de l'étranger, alors que le même acte de voilement la rendait omniprésente dans la vie du Kurdistan. La guérilla occupe également le seuil entre la nature et la culture, la vie et la mort, le présent et l'avenir, et sa figure est toujours déjà dotée d'un traumatisme et d'une sublimité, une autre caractéristique du réel. Légèrement armée, marcher en petits groupes et dépendant de la nature pour s'abriter et se nourrir, et de la loyauté des gens pour survivre, elle est d'une part immensément vulnérable, mais en même temps, son corps manifeste à la fois la liberté et la volition. Et ces mots émanent d'un tel corps et validés par l'action portent une vérité au-delà de la conversation quotidienne. La guérilla est celle qui meurt pour son peuple, qui risque son nom et qui remplace l'intimité de la famille par celle de l'amitié et de l'intimité de l'État par celle de la révolte. Elle libère ainsi la violence, la destruction, la tristesse, la nostalgie, l'inquiétude et aussi la création, la fierté et l'amour. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la guérilla kurde est composée de femmes. Je devrais peut-être aussi expliquer ici pourquoi le PKK accorde une grande importance à la participation des femmes dans les forces et les directions de la guérilla. Premièrement, le PKK a souffert du danger de se transformer en escadron de gangsters au début des années 90, lorsque la guerre au Kurdistan était la plus intense. Les chefs de la guérilla qui monopolisaient l'autorité, les armes, les groupes commerciaux, les informations et les relations avec les villageois commençaient la voie gauchiste de libération. Face à cette situation, Abdullah Öcalan, le chef du PKK, a soutenu les femmes et leur lutte a permis de maîtriser ces risques en défiant les structures patrimoniales du PKK. En 1993, les femmes ont formé leur unité armée autonome pour perturber les canaux du secret, transformer les relations avec la population locale, éveiller et limiter les abus du pouvoir. Deuxièmement, selon l'interprétation de l'histoire par le mouvement de la liberté kurde, les femmes sont la première colonie et la première classe de dépossédés à laquelle on a volé les moyens de production, de reproduction et de défense.
La participation des femmes aux forces de la guerre ont pu les aider à développer leurs capacités matérielles, idéologiques et organisationnelles pour revendiquer politiquement les moyens qui leur ont été volés. Enfin, la participation des femmes au mouvement de la guérilla est cruciale, car le mouvement de libération kurde, bien qu'il s'appuie largement sur les relations familiales pour le soutien et le recrutement, se définit idéologiquement comme contre l'institution familiale. La famille est le lieu où le nationalisme, le capitalisme et le patriarcat s'ancrent et façonnent les individus par le biais d'un pouvoir intimement exercé. Elle exclut ainsi les affiliations et les avenirs rebelles et désordonnés. Se séparer de la famille est donc une condition nécessaire pour que les femmes atteignent la liberté, et cette séparation est mieux réalisée en devenant une guerriera. Pardon, interruption sonore. Le PKK soutient également que les relations sexuelles entre les femmes et les hommes sous les conditions du patriarcat, de l'État national et du capitalisme conduisent à la subordination des femmes par les hommes. Par conséquent, une asexualité critique volontaire existe parmi les membres du PKK. La guérilla affirme qu'au lieu de l'érotisme hétérosexuel, un érotisme diffus et intense est vécu dans les montagnes, car les gens s'orientent passionnément vers la nature, l'amitié, la politique et le combat, ce qui leur permet de ressentir fortement la force animatrice de la vie. Le refus des femmes des guérilleras de se reproduire par le mariage et la sexualité confère à leur corps une qualité horatique et les transforme en une collectivité inassimilable à la loi des institutions de la famille, de la tribu et de la parenté. Leurs corps non hétérosexuels sont similaires à ceux de la figure du queer dans le sens où tous deux nient un avenir garanti par la reproduction. La politique du corps de la femme guérillera concerne l'utilisation généreuse des corps pour transformer le présent tout en étant dangereuse et létale. Enfin, la femme guérillera vit dans la limite entre le passé et le futur. Elle est déjà passée, destinée à mourir, improductive et antigénérationnelle. En vivant la liberté refusée aux femmes kurdes de l'État, le patriarcat et le capitalisme d'autre part, elle apporte au présent un futur verrouillé. Sa présence au Kurdistan, en Turquie et dans le Moyen-Orient en général, élargie, présente des potentialités, la possibilité de retrouver des généalogies oubliées, d'asexualité queer et provocante, et d'imaginer des alternatives, des futurs alternatifs et décoloniaux. Ce n'est que lorsque le processus de paix entre l'État turc et le PKK a commencé en 2013 que j'ai rencontré les femmes guérilleras pour la première fois. Après la déclaration d'un cessez-le-feu et le retrait de forces armées kurdes de Turquie, nous, en tant que membres de l'initiative des femmes pour la paix luttant pour la paix entre l'État et le PKK, nous avons rendu aux femmes guérilleras séjournant dans le quartier général du PKK dans les montagnes de Kandil. Notre objectif était d'établir du côté féminin dans le processus de paix et comme étape initiale vers cet objectif, nous essayons de reproduire un rapport écrit qui incluait les perspectives des femmes guérilleras ainsi que les demandes des organisations des femmes et des femmes parlementaires impliquées dans les discussions de paix. Les guérilleras nous attendaient et avaient préparé la réunion en invitant des représentantes de différentes montagnes et de différentes organisations de femmes au sein du PKK.
Lorsque notre minibus est arrivé à la zone, à partir de laquelle nous devions faire une courte marche vers notre lieu de réunion, nous avons rencontré 2 femmes de la guérilla qui nous ont accueillis avec une accolade et un peu de mépris. Pourquoi étions-nous venus si tard après tant de souffrance et de violence? Cette question s'adressait plutôt à nous en tant que femmes, et comme nous allions bientôt le découvrir, nous incluait dans un univers commun de responsabilités et d'obligations. L'étreinte nous a conféré un statut spécifique à la montagne en tant qu'invités recherchés et déjà aimés, alors que le mépris nous a rappelé que nous avions néanmoins échoué en termes de capacité à changer le monde. Leurs gestes, aussi flatteurs, est-ce que ça pourrait être de se considérer comme actrice du changement du monde? Dans leur geste d'inclusion dans un monde commun de responsabilités et d'obligations, ça soulignait aussi les différentes significations que nous avions attribuées à cette rencontre. Alors que pour nous, la rencontre avec les femmes de la guérilla était un événement affectif et politique en soi. Pour elles, c'était plutôt une occasion de coordonner le chemin collectif des femmes vers la libération. Pour nous qui venons de Turquie, cette rencontre a été formatrice pour notre histoire et notre identité, alors que pour les femmes de la guérilla, elle a été stratégique pour la trajectoire du mouvement des femmes. J'ai rendu visite quelques fois jusqu'en 2015, lorsque le processus s'est effondré et que nous avons partagé davantage d'idées, de rires, de souvenirs et d'analyses. Pourtant, je dois dire qu'il reste une différence radicale, même ontologique, entre nous. Tout d'abord, le pouvoir symbolique et réel émanant du corps de la guérilla était difficile à soutenir pour ceux d'entre nous qui, malgré nous, appartenaient aux espaces du capital, de la nation et de la famille. Au corps de la guérilla, une kalachnikov était constamment attachée comme une prothèse. Ils n'enlevaient jamais leur tenue de guérilla et portaient autour de la taille une ceinture de 8 pouces de haut en tissu à motifs. Ils n'étaient ni père ni mère, ni citoyenne ni consommatrice, n'avaient d'autre bien qu'un fusil et peut-être quelques photos et un journal intime. Elles se déplaçaient rapidement à travers les quelques tentes et abris dans les montagnes, laissant penser qu'ils avaient été construits pour nous plutôt que pour eux. Ils ont également toujours parlé avec passion et force, se sont adressés à un public mondial et ont utilisé un vocabulaire d'une immense volition et volonté. Je suis d'accord avec Michael Taussig qui décrit le pouvoir de la guérilla kurde, en particulier celui des femmes, comme étant magique. Pour Taussig, le pouvoir magique de la guérilla, en tant qu'actrice d'une histoire d'exception, provient des corps qu'ils constituaient, des corps qui sont également exceptionnels dans le sens où ils sont célibataires, éveillés, menaçants et j'ajouterais toujours en mouvement, apparaissant et disparaissant constamment. Une autre chose qui nous séparait était les processus par lesquels les guérilleras acquérissaient leur nom. La politique de dénomination dans la guérilla est un site privilégié où les noms peuvent devenir des outils puissants qui mettent en œuvre de nouveaux imaginaires. Chez les guérilleras kurdes, le fait de donner un nom, de le prendre et de s'adresser à quelqu'un par ce nom est toujours consciemment éthique et met en œuvre un univers d'amitié qui échappe au totalitarisme de l'État et du langage patriarcal. Cet univers d'amitié confère simultanément les loyautés, les responsabilités et les devoirs qui sont différents des opérations du capitalisme, de l'État-nation et de la famille. Les noms que les guérilleras prennent après avoir rejoint le mouvement sont aussi des moyens de se souvenir et de commémorer nos morts sans enfants en dehors des structures de parenté et en tant qu'amis dont nous nous souvenons l'existence.
Ces noms, qui se répètent souvent de manière compulsive, injectent une altérité dans le moi et rendent l'autre continuellement présent dans la psyché individuelle. Tous les mouvements jugés illégaux et les mouvements de guérilla en particulier impliquent que leurs membres prennent de nouveaux noms. Prendre de nouveaux noms dans de tels mouvements a deux fonctions évidentes. Premièrement, le nouveau nom assure la sécurité et le secret à la personne et la maintient hors de portée de la loi. Puisque la punition dépend de l'établissement de l'identité individuelle abstraite dans le nom et de la correspondance entre l'identité et le crime, le fait de prendre un nouveau nom au nom duquel une action est menée insère une indécidabilité dans le processus juridique. Lorsqu'un organisme qui opère sous le signe d'un nom incognito commet une action illégale, la charge de prouver que cet organisme appartient également à un nom enregistré majestueux sur lequel un jugement peut être rendu est transférée à l'État. La littérature politique turque est pleine d'histoires où un révolutionnaire est torturé pour avouer le nom sous lequel il était enregistré par l'État et comment sa résistance à la faire mine la souveraineté. Si le nom est une métonymie qui représente la personne, le maîtriser, c'est maîtriser la mort et la vie. Et refuser cette maîtrise à l'État est une façon pour les pouvoirs politiques d'échapper symboliquement et matériellement à sa loi et à sa souveraineté. Un nouveau nom sous lequel on opère protège également la famille et la communauté auxquelles les actes de naissance de l'État ont assigné l'appartenance de la personne. Les familles des membres de la guérilla kurde sont régulièrement interrogées par la police et peuvent nier l'implication de leurs filles et de leurs fils dans les guérillas parce qu'ils ont pris d'autres noms et ont ainsi coupé leurs liens avec le nom d'origine au nom duquel leurs familles sont harcelées. De plus, les noms dont ils se sont déconnectés, peuvent devenir des signes vides sous lesquels des actions peuvent être encore menées dans des contextes de vote, de lutte contre la pauvreté, d'acquisition de propriété, de recensement, etc. Dans de telles circonstances, la contribution de la personne au mouvement est doublée. Alors qu'elle se bat elle-même contre l'État, son nom de naissance qu'elle a vidé est utilisé pour augmenter le nombre de ceux que l'État compte comme opposants. Si la première raison d'acquérir un nouveau nom chez la guérilla est la nécessité du secret, de l'indétermination et de l'invisibilité, une forme d'absence et d'effacement volontaire dans certaines communautés et relations, en d'autres termes, la seconde nous ramène aux raisons de visibilité, de présence et de signature. La guérilla choisit son propre nom. En s'attribuant un nouveau nom, elle donne naissance à elle-même et devient sans père ni mère. Son nom majestueux enregistré la signifie dans une relation de ses proches et de son nom de famille avec l'État-nation par sa citoyenneté. Donc, en se dépouillant de son nom, et pour une femme, ce nom est toujours patriarcal, elle s'éloigne d'une structure de parenté qui la place dans un univers androcentrique, gérontocratique et patriarcal. En Turquie, où les droits et devoirs des femmes en matière de citoyenneté sociale sont fortement influencés par leur statut de parenté, l'effacement du corps du nom de naissance d'une femme est un moyen d'atteindre la liberté. Le vide que la personne laisse derrière elle est productif dans deux sens. Premièrement, il inspirera à d'autres jeunes parents à faire de même. Et donc, lorsqu'une personne est d'une lignée part dans les montagnes, ses frères, ses sœurs, ses cousins les suivront souvent. Deuxièmement, la famille se chargera
prend sur soi de la reproduire par le biais de photos, d'histoires et d'un intérêt général pour savoir où elle est, comment elle va, et son effacement sera ainsi compensé par une abondance et une présence constante dans la vie de ceux qui sont restés derrière, la rendant dans une réalité extra-réaliste. De prendre un nouveau nom est en même temps un moyen par lequel la personne habite une nouvelle grammaire et se déclare littéralement un ami du mouvement de guérilla kurde. C'est à travers ce nouveau nom qu'elle sera présente au mouvement, visible à la collectivité à laquelle ses actions s'adressent. Et c'est dans ce nouveau nom qu'elle met littéralement son corps sur la ligne. Ce qu'elle écrit, comment elle se bat, sa force, ses faiblesses seront racontées sous ce nom. Et la façon dont elle répondra à l'appel de ce nom déterminera l'éthique de l'amitié dont elle fera preuve. En bref, en se renommant, la guérillera prend sur elle sa propre création en tant que nouvelle éthique, être éthique, esthétique, un être décolonial qui produit la liberté libre, le savoir libre en se donnant la définition de ce qu'une femme peut être et devenir. Si la capacité de nommer la guérillera est un moyen de liberté, la capacité de la nommer s'acquérit à travers le temps en tant qu'outil de liberté, mais l'État kurde tente de se réapproprier cette capacité à travers les besoins de la violence. Je vais maintenant tourner mon attention à ce processus. Nous revenons au mois de mars 2013 à cette funéraille qui a pris place en janvier de la même année et à un mariage en novembre. Au mois de mars 2013, à la célébration annuelle où les Kurdes se rassemblaient, un discours de Öcalan a été lu, marquant une transition vers une nouvelle ère où les luttes politiques kurdes continueraient sans violence. En attendant, le gouvernement a déclaré que l'État de lutte contre le PKK depuis 3 décennies se prouvait inefficace, assurant le public de ses intentions de résoudre le conflit kurde en utilisant les besoins de la démocratie. Lorsque le PKK s'est rendu en Turquie pour les négociations, des groupes comme les Femmes pour la paix et d'autres acteurs politiques, ainsi que des journalistes qui avaient visité la guérillera, ont représenté la guérillera comme plus que les vilaines que les médias turcs dépeignaient. Les officiaux gouvernementaux parlaient maintenant d'amnistie et de désethnicisation de la Constitution. En 2013, les transformations pour un nouvel départ et un avenir différent était un slogan populaire auprès du peuple. Dans cette transition vers une politique civile où la liberté, l'égalité et la justice auraient sa place pour croître. C'était une année pleine de possibles qui a éventuellement échoué puisque ces possibilités et les désirs d'attachement à cette signification ont été gouvernés par l'État-nation qui ne pouvait tolérer cette marge de liberté. Pour les Kurdes, une funéraille et un mariage a marqué le début de 2013. La funéraille appartenait à 3 femmes kurdes assassinées à Paris et le mariage était un mariage de masse auquel Erdogan a participé avec 3 célébrités kurdes qui étaient personnellement animatrices. Organisée par le mouvement kurde et animée par le gouvernement aussi, la funéraille et le mariage, ainsi que le mariage de masse, ont élucidé la compétition métaphorique qui illustrait le processus de paix.
alors que le mouvement pour les Kurdes militait pour une économie axée sur le sacrifice, la solidarité et la fidélité, où les vies perdues pourraient être chéries, et l'État turc militait pour une vision du monde où la paix se terminerait au bien du mariage. Donc, la funéraille et le mariage ont tous les deux eu leur naissance dans un acte de l'État où les femmes ont été assassinées par les membres de l'intelligence, du service d'intelligence turc, qui a aussi souligné les différentes phases au cours desquelles le féminin est devenu une figure dans le post-conflit du Kurdistan, alors qu'elle juxtapose l'image de l'avenir en défiant les corps morts des femmes impliquées en tant que citoyennes, similaires à leur corps non consentant de mariés. Le 9 janvier 2013, seulement quelques jours avant la possibilité d'un processus de paix qui était discuté dans les médias, 3 membres du PKK ont été assassinés à Paris. L'une d'entre elles, avec les cheveux rouges, était Snakhidan Johnson, membre fondatrice du PKK et figure adorée dans l'opposition kurde. Pendant sa vie, elle a rempli la réputation respectable de son nom alors qu'elle est entrée au son de l'histoire lors du régime des années 70 grâce à sa résistance contre l'oppression, autant dans la cour que dans la prison. En sortant de prison en 91, elle s'est impliquée dans différents camps de PKK où elle s'est aussi impliquée dans l'escouade féminine au milieu des années 90. Elle s'est déménagée en France à des fins de diplomatie où elle a obtenu le asile politique. La mort de ces femmes a été très frappante. Le fait que nous puissions comparer avec des processus de paix similaires, particulièrement avec l'exemple de la Colombie où le gouvernement a assassiné de nombreux partis de la résistance qui participaient au mouvement de négociation, c'était dur de comprendre pourquoi ces 3 femmes ont été choisies en tant que les victimes du processus de paix. Que ce soit intentionnel ou non, il semble qu'une force conspiratrice se soit matérialisée pour cibler le mouvement des femmes de manière puissante en alertant les gens au désir gouvernemental de transformer le processus de paix dans une alliance patriarcale sunnie entre les Turcs et les Britanniques. 8 jours après leur mort, le gouvernement a fait une cérémonie publique en étant d'accord pour retarder une intervention militaire. Leur corps a été exposé et transporté à leur lieu de naissance. Des milliers de gens ont participé à la funéraille pour souligner leur deuil, autant les femmes et les hommes de différentes régions kurdes. En tant que révolutionnaire et que féministe, tout ce que la nation kurde espère ne pas être. Et maintenant, nous sommes dans un contexte néolibéral auquel nous tentons de résister. Nous avons façonné nos identités à travers de notre opposition à ce mouvement et c'est ainsi que nous nous sommes formés comme personnes éthiques. L'une d'entre elles n'avait, interruption sonore. Sakine Cansız was 55 when she died. Kurds embraced her casket as if she were a daughter, and women carried her. L'une d'entre elles était médecin et s'est fait porter à la tombe par ses sœurs. Ils ont situé la maladie dans la généalogie tragique où les femmes ne sont ni femmes ni mères.
Nous avons couvert leur cercueil de drapeaux kurdes en témoignant de l'honneur que leur vie a reporté à la nation kurde, puisque suite à leur mort, ils pourront être intégrés à l'État du Kurdistan. 11 mois après les funérailles, le 16 novembre 2013, le ministère Erdogan a affirmé le début du processus de paix malgré ses propres faillites. Il a été aussi entouré d'autres hommes politiques turcs. L'un des chanteurs kurdes les mieux adorés qui a été crucial à la constitution de l'identité kurde dans les années 90. Monsieur Barzani, le président du gouvernement fédéral kurde en Iran, qui est près de Erdogan dans cette photo, et à gauche, une autre figure importante qui, malgré son grand popularité auprès du public, est moins répétée autour des groupes d'opposition turcs, qui est vu comme une figure d'assimilation. Pendant cette rencontre ministérielle, le multiculturalisme nouveau de la population kurde a été souligné. Pardon, j'ai un petit problème technique. Il y avait cependant quelque chose d'étrange et de grotesque dans l'union de ces trois hommes. Pardon, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais réessayer parce que ça ne marche pas. Je vais juste réessayer de partager mon écran et on verra si ça marche. Non, on dirait que non. Bon, c'est dommage parce que je voulais... Pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps un pépin technique? Peu importe ce qu'on fait, il y a tout un problème. C'est inévitable. Bon, j'allais vous montrer plus de photos, mais bon, je ne peux pas. Il y avait cependant quelque chose d'étrange et de grotesque dans l'union des trois hommes qui a laissé le public de Diyarbakir totalement insatisfait. D'une part, Barzani et Perer ont été tous les deux critiqués pour être arrivés à Diyarbakir en tant qu'invités d'Erdogan, étant donné qu'ils avaient rejeté plusieurs invitations précédentes qui leur avaient été adressées par l'opposition kurde. Ibrahim Tatlıses, tant qu'à lui, était arrivé au terme de sa carrière de chanteur qui avait débuté à la fin des années 70. Tout au long des années 80 et 90, de nombreuses chansons qu'il avait rendues populaires ont été traduites du kurde au turc et il s'était rendu sympathique aux foules turques en capitalisant sur son origine pauvre et son expérience de la classe ouvrière. Tout au long de sa carrière, il avait accumulé de nombreux amis dans ce qu'on appelle l'état profond et récemment, il a été abattu d'une balle dans la tête par une figure de la mafia avec laquelle il avait une histoire de querelle. L'occasion à Diyarbakir était la première fois qu'il apparaissait sur scène et en tant que figure archaïque représentant l'assimilation et l'abnégation, il n'était pas dans un état d'exciter le public. Dans la région d'Erdogan, Barzani, Pervers et Tatlıses, la métaphore à l'œuvre était le mariage. Leur union sur la scène représentait une union entre les peuples kurdes et turcs, non pas en tant que frères et en tant que sœurs, mais en tant que mariés et mariées dans un mariage patriarcal. Les trois hommes, bien qu'emblématiques dans leur domaine, en consentant à monter sur scène avec Erdogan à la place de ceux qui étaient les véritables acteurs de la paix, avaient blessé leur propre réputation et donc la possibilité d'être qualifiés de frères égaux. Au lieu de cela, la scène où le corps blessé de Tatlıses et sa voix défigurée sont devenus les motifs dominants, s'est transformé en un espace chargé de spectacles
scandaleux contre lequel une sorte de honte ethnique collective a été ressentie. Il semblait que Erdogan avait préparé les troisièmes Kurdes à ce moment. Julie Lampton note qu'avec la figure du frère, une image récurrente, mais moins remarquée du citoyen ou de la citoyenne est celle de la mariée. Le consentement de la mariée au mariage insère un élément contractuel dans les relations souveraines et institue une hiérarchie entre les partenaires. En effet, les rythmes du mariage marient les principes contraires du contrat et de la coercition, de l'égalité et de la différence, de la civilité et de la souveraineté. S'il y avait encore un doute sur la métaphore de la paix que le gouvernement voulait instaurer après cette réunion mise en scène, ce doute avait été levé par ce qui suit. Une cérémonie où 400 couples se marient a couronné l'union des 4 hommes. Si Barzani et Erdogan sont devenus les témoins de la cérémonie de mariage, un duo de pervers et Tatilsis l'a scellé. Les funérailles et le mariage, tous deux organisés par le gouvernement turc, ont révélé l'avenir qu'ils souhaitaient instaurer au Kurdistan à travers le corps des femmes. En temps de paix, la mort et le mariage se compléteraient et fonctionneraient en harmonie, reproduisant des cycles de vie normatifs et rétablissant une culture de la reproduction future. Alors que le conflit serait relégué par le passé, la souveraineté de la nation et de la famille serait rétablie. Dans la Turquie post-conflit, un avenir pour les femmes guerrilleras telles qu'elles sont était inimaginable. 2 ans plus tard, en 2015, le processus de paix en Turquie s'est effondré pour 2 raisons très facilement explicables au niveau du realpolitik. Cependant, j'accepte l'invitation par Jasper Poir dans son ouvrage Terrorist Assemblages et je pense que de telles explications devraient être perturbées car elles refusent de prendre en compte les perspectives féministes et queer. Peut-être que le processus de paix s'est effondré parce que les femmes guerrilleras ont ouvert une brèche dans la carte rectiligne de l'État, le patriarcat, l'impérialisme et le capitalisme avec destinée pour l'avenir de la Turquie et du Kurdistan et qu'elles ont rendu visibles pour les gens les autres voies potentielles qui pourraient altérer le présent colonial, patriarcal et néolibéral. Alors qu'ils ont échoué à s'assimiler à l'État du Kurdistan et refusant de se faire renommer par lui, l'État a décidé d'annihiler leur présence. J'aimerais conclure avec une note introspective. Je dois avouer que d'écrire sur le mouvement des femmes guerrilleras kurdes, c'est un exercice très difficile. La plupart des figures auxquelles je tente de trouver des notions communes dans mes recherches pour communiquer la guérilla kurde a été avec Antigone qui refuse aussi. Pardon, ma nièce me mélange toujours sur la prononciation, mais je parle bien de Antigone. La figure à travers laquelle j'ai tenté de trouver des notions communes dans mes recherches afin de communiquer la guérilla kurde en tant que figure d'Antigone qui refuse aussi la puissance de l'État et prend une position antigénérationnelle. Dans une de ses propres récits, Julia Kristeva demande qui est Antigone et continue en disant une illégale, une criminelle, une rebelle, certainement une guerrière. Fin de la citation. Antigone est aussi une figure théâtrale. Par contre, la figure guerrière kurde est réelle et c'est une vraie guerrière. Elle n'offre pas seulement la résistance à la tyrannie, mais elle offre aussi sa vie à cette lutte. En ce sens, l'acclamation d'Antigone dans le milieu universitaire en est un qui est nié à la guérilla kurde. Effectivement, même dans les analyses les plus sophistiquées, la rencontre entre la guérilla et la réflexion
fait l'effacement de la violence systémique, expliquant la proximité du peuple avec lequel la guérilla se représente, en nous intéressant aux horizons qu'elles offrent et aux limites qu'elles représentent, qu'elles occupent, en nous intéressant à ces réactions aux questions « Qui suis-je et quel est mon nom? » J'ai pris le risque j'ai pris le risque de participer dans des zones d'illégalité, mais je n'ai pas changé mon nom. Cependant, je me suis ouverte à de nombreuses rencontres et c'est la leçon éthique et peut-être même ontologique que j'ai retenue dans mes recherches. Et donc, personnellement, en me déconnectant du capital, de l'État-nation et de du patriarcat, ça nécessitait que je me renomme, que je me rebaptise, que je reconceptualise mon corps et son interaction avec le monde. Nazan, thank you very much. Nazan, un immense merci. C'était magnifique et je suis certain que vous aurez de nombreuses questions. Cependant, nous avons